À cette première récupération en ligne de ATS. Donc, ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est passer à travers le guide d'études, puis je vais utiliser aussi le cahier pour valider ce que je vous présente. Donc, félicitations pour être ici, c'est une excellente idée parce que des fois, je donne des cues aussi pour l'examen. Donc, c'est parti! Première notion qui est vue à l'examen, c'est... Oups, ça commence bien ça, Alexandra. On aimerait ça avoir un petit surlignant un petit peu plus gros. Merci. Bon. Première notion qu'on voit ou qui va être à l'examen, c'est les bassins versants. Donc, dans les bassins versants, j'ai aussi entré le concept de eau douce, eau salée. Donc, je l'ai mis dedans. Mais voilà. Donc, comprendre la répartition de l'eau douce et de l'eau salée sur la Terre. Donc, comprendre que l'eau douce est de 2,5%, si ma mémoire est bonne. Je vais aller vérifier. Les pourcentages exacts, ah oui, ne sont pas obligatoires de savoir, mais on doit savoir que l'eau douce est de 2,5% environ, puis l'eau salée, là, on parle de 97,5%. Fait que, il faut que tu comprennes là, ce ratio-là, puis il faut que tu... mais tu n'as pas besoin de savoir les pourcentages par cœur, sinon j'aurais écrit. Sinon, j'ai écrit comprendre la répartition. J'ai pas écrit connaître les pourcentages. Donc, c'est aussi précis que ça, le guide d'études. Ensuite, dans la répartition de l'eau douce, ben là, on a deux endroits où elle peut se retrouver. Là, 79%, là, donc on va dire la majorité de l'eau douce se retrouve dans les glaciers. Ça, c'est un glacier. Puis, on parle de 21% là, dans les rivières, cours d'eau, lacs et compagnie. Donc, ça aussi, si je te le mentionne là, ça doit être parce que c'est un petit peu important. Ensuite, connaître les facteurs qui influencent les bassins versants et être en mesure de les identifier. Donc, on se rappelle, là, je vais juste aller en bas ici, je vais me faire un petit dessin. Donc, allez, brun. Ça, c'est des collines. Et là, je vais faire un beau petit cours d'eau. Là, je ne me lancerai pas là, dans le dessin de ta vie. Beau petit cours d'eau comme ça, qui va aller de plus en plus grand comme ça ici. Et donc ça, c'est un bassin versant. On sait que, j'y reviens là avec les facteurs après, donc on sait que le bassin versant, plus on est haut en altitude, en fait, l'eau va couler là, de haut en altitude vers bas en altitude. Donc, c'est pas nord-sud, c'est vraiment comme haut et bas en altitude. Quand on est le plus haut, on dit qu'on est en amont d'un point. Puis quand on est le plus bas, on dit qu'on est en aval. Ça, je vais en parler aussi tantôt. Là, je saute un point, là, mais c'est pas bien grave, tout est relié ensemble. L'amont et l'aval, là aussi, ça veut dire que si par exemple j'ai un picot qui est là, ok, j'ai quelque chose qui est ici, ben le point qui va être là, il va être en amont du X. Puis le point qui va être là, il va être en aval du X. OK? Mais ce point-là, toujours le même, il est en amont de ce point-là ici. Tu comprends? Fait en amont, là, ça ne veut pas dire le plus haut. En amont, ça veut dire plus haut. Puis en aval, ça veut dire plus bas. En termes d'altitude, puis en termes de position par rapport à un cours d'eau. En amont, là, j'ai entendu plein de choses. Là, je me souviens. En fait, je sais c'est qui m'a dit en amont, on pense à monter. C'est un excellent truc. Donc, à monte même, qu'on m'a dit là. À, donc genre elle, monte. Amont. Aval, là, ça c'est en bas. Maintenant, les facteurs qui vont influencer. Donc, le premier facteur, c'est un facteur de topographie. Donc, la topographie, ça veut dire l'altitude. Donc, si c'est très haut, si c'est pas très haut. Ensuite, on a la végétation. Donc, la végétation, là, ça peut être des humains qui changent la végétation ou pas. OK? Donc, si par exemple, j'ai beaucoup d'arbres ici qui vont être dans le cours d'eau, qui vont ralentir le cours d'eau, ben ça, c'est un facteur de végétation. Ensuite de ça, j'ai le climat.
Donc, si c'est l'hiver, et ben, comment je vais dessiner l'hiver? L'hiver, ça c'est des flocons, il fait froid. Mais là, ça se peut que l'eau qui est ici, elle gèle. Donc, ça va influencer le bassin versant. Alors que si c'est le printemps, mais ça se peut que l'eau coule full intense. Okay? Donc, le climat, ça aussi, ça influence les bassins versants. Ça, c'était végétation. Ensuite, il y a la géologie. La géologie, c'est le type de sol qu'il y a à l'intérieur du cours d'eau. Donc, si j'ai des roches, puis que l'eau peut bien couler sur les roches, ça ne sera pas la même chose que si j'ai de la glaise, puis que l'eau rentre dans la glaise. Donc, ça ici, c'est la géologie. Le J. Ensuite, j'ai aussi l'intervention humaine. Donc, si je suis un humain, puis que je construis un barrage ici pour faire de l'hydroélectricité, mais là, je viens de complètement changer mon bassin versant. Donc, intervention humaine, qui vont comme changer la nature du bassin versant. Je vais juste aller vérifier si j'en ai oublié un. Ils sont tous à la page 107 que je vous ai écrit sur votre guide d'études. Topographie, géologie, climat, végétation, aménagement humain. Parfait. J'ai dit intervention humaine, c'est la même chose. Il faut surtout que tu les comprennes. Si à la place de me dire climat, tu me dis une autre chose qui est un synonyme exact, c'est vraiment correct. Là. Aucun souci. OK, je continue mon guide d'études. On est ici. Donc, je reviens. Comprendre les facteurs qui influencent les bassins versants et être en mesure de les identifier, ça veut dire que, par exemple, je te dirais, dans ce cours d'eau, il y a beaucoup de roches et l'eau coule par-dessus. Puis là, tu me dirais, ah ouais, ok, c'est géologie. Okay? Fait qu'il faut que tu sois capable de les identifier comme ça. Comprendre comment s'écoule de l'eau d'un bassin versant sur une carte, comprendre les thèmes aval et amont et être en mesure de les utiliser, c'est ce que je t'ai montré ici. OK? Sur une carte, là, ça veut dire que je vais te faire un truc comme ça. Ça va être une affaire un peu en 3D. Un peu comme ce qu'il y a dans ton cahier. Okay? Fait que ça ne sera pas une carte Google Maps. Là. Ça va être comme plus une représentation. Là. Fait que c'est très clair ici, qu'est-ce qui est haut, qu'est-ce qui est bas. Il y en avait une aussi dans des exercices, il me semble, oui, c'est ça, page 114. Tu sais, ce genre d'affaires-là aussi, là. Fait que là, tu le vois, le A, il est comme plus en amont, le B, il est plus en aval. OK, ça va être clair comme ça. Ça va? Donc, tu n'as pas de surinterprétation à faire. Ensuite, les masses d'air. Comprendre qu'une masse d'air est définie en fonction de l'humidité et la température. Ça se pourrait que ça soit une question style vrai ou faux. Qu'une masse d'air, est-ce que c'est défini en fonction de l'humidité et la température? La réponse est oui. Les fronts, maintenant. Donc, comprendre le fonctionnement d'un front froid et les conditions météorologiques attendues. J'adore. Et là, on parle aussi, je vais aller tout de suite, là, les symboles associés au front chaud et au front froid. Donc, je vais parler, là, je vais commencer avec le front froid, après ça, je vais faire le front chaud. Donc, je vais faire, ça c'est la planète, je vais même faire un petit arbre. Très joli. Wow! Je vais me prendre un petit surligneur. Alors, le front froid. Quand on a un front froid, c'est que sur l'endroit où est-ce qu'il y a mon petit arbre, il y a une masse d'air chaud qui est là. Et là, le front froid, ça va être une masse d'air froid qui va arriver puis qui va foncer sur ma masse d'air chaud comme ça. La masse d'air froid, je vais faire une belle flèche, ça s'en vient sur la masse d'air chaud comme ça. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, la masse d'air chaud, elle va monter vers le haut. Puis elle va monter rapidement parce qu'elle est poussée par la masse d'air froide. Puis là, la masse d'air froide, elle va venir prendre sa place en dessous ici, comme ça. En montant, la masse d'air chaud, toute l'eau qu'il y a à l'intérieur va se condenser en nuages super rapidement parce que souvent, dans les masses d'air chaud, c'est plutôt humide. Mais pas tout le temps, là, mais mettons, c'est assez humide. Fait que là, cette eau-là se condense super rapidement, puis ça va faire des gros nuages. Et là, ces nuages-là,
Pourquoi ça fait des gros nuages? Parce qu'ils n'ont pas le temps de laisser aller l'humidité en montant. Ça monte trop vite. Fait que là, ils vont faire des gros nuages et il va y avoir des possibilités d'orage. Un crayon pour faire de l'orage. Ah oui. Orage! J'espère que t'aimes mes... On dirait presque genre un dessous de bras poilu, mon affaire. Mais c'est vraiment des nuages. Donc, conditions attendues, orage, éclair, des vents forts. Il fait pas beau. Le symbole pour le front froid, donc froid, ça veut dire que c'est bleu, puis là, ça va être des petits pics. Front froid, il fait pas beau, c'est des petits pics. Ça va pas bien, là. Voilà, ça c'est un front froid. Maintenant, le front chaud. Je vais refaire mon beau paysage. Je vais refaire mon bel arbre. Ici. Donc, front chaud maintenant. Front chaud, c'est que j'ai une masse d'air froide qui est ici, qui chill. Tout va bien. Ah, j'attends une minute, je vais juste me descendre un petit peu là, parce que sinon, je pense que j'aurais pas assez de place. Bon, là c'est mieux. Et il y a une masse d'air chaud qui va venir foncer sur la masse d'air froid. Comme ça. Comme ça. Mais là, c'est toujours l'air chaud qui monte. Donc, même si elle fonce sur de l'air froid, l'air chaud ne peut pas faire monter l'air froid. C'est impossible, c'est trop lourd. Ça ne marche pas, là. Donc, la masse d'air chaud, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va glisser doucement sur la masse d'air froid jusqu'à venir par-dessus la masse d'air froid. Comme ceci. Je peux même peux-tu la twister? Oh oui, je peux même la tourner. Elle va venir comme vraiment là, par-dessus la masse d'air froid. Et là, mais ça va glisser tout doucement parce qu'elle n'est pas vraiment poussée. Fait que là, ça va peut-être faire un petit nuage par-ci, un petit nuage par-là, mais il ne se passera pas grand-chose d'autre, OK? Donc, le front chaud, l'air chaud fait juste glisser sur la masse d'air froid. Le symbole pour le front chaud, c'est tranquille. C'est une petite ligne rouge avec des demi-cercles rouges comme ça. C'est tout doux. Rouge parce que c'est chaud. Des demi-cercles, c'est vraiment moins rough que... Regarde mon front froid, là. Super intense ce qui s'est passé. Hey, ça a vraiment l'air des poils de dessus de bras, mon affaire. OK. Des gros poils de dessus de bras ou des poils de jambes. Bon, ça c'est dit. Donc, comprendre le fonctionnement d'un front chaud, on l'a dit. Conditions météorologiques attendues. Il pourrait avoir des risques de précipitation, mais rien de trop alarmant. Et c'est ça, c'est dit. Connaître les symboles, on l'a fait aussi. Comprendre et être en mesure, ça c'est important, comprendre et être en mesure d'expliquer les phénomènes d'anticyclone et de dépression. Donc, maintenant, outre que le front chaud et le front froid, il y a aussi des phénomènes d'anticyclone et de dépression. Je t'explique. Alors, si j'ai une masse d'air chaud, c'est ici. L'air chaud, c'est léger. Donc, éventuellement, je recommence, là, je vais me faire ici un paysage, ici un arbre, et là, j'ai une masse d'air chaud. Donc, la masse d'air chaud, l'air chaud, c'est léger. C'est plein d'humidité aussi. Donc, ça monte tout le temps. En montant, ça va créer un trou en dessous. Donc, le trou, ça veut dire que, ça ne sera pas un vrai trou, là, mais ça veut dire qu'il va y avoir moins de particules d'air comme ça. Parce que les particules d'air vont avoir tendance à monter vers le haut. Fait que là, il y a de plus en plus de particules d'air en haut, puis de moins en moins de particules d'air en bas. Comme il y a de moins en moins de particules d'air en bas, la pression, regarde là, sur mon petit arbre, là, il n'y a presque pas d'air qui pèse dessus. Donc, on parle de basse pression. L'air chaud, plein d'humidité, en montant vers le haut comme ça, va en fait provoquer aussi la formation de nuages, comme tantôt avec mon front froid. Donc ici, l'air va se condenser, puis il va y avoir des nuages qui vont se former, comme ça.
Mais là, ça ne peut pas rester comme ça ici avec presque pas d'air. C'est impossible, OK? Donc, parce que la masse d'air qu'on a autour de notre planète, il ne peut pas avoir de trou. Il faut que ça soit toujours comme équilibré. L'air va essayer toujours de prendre toute la place. Donc, à côté de cette masse d'air-là, chaude qui vient de monter, il y a une masse d'air froide qui est en train, doucement, de redescendre vers le sol. Oups, j'ai pris un nuage en même temps. Donc, elle redescend vers le sol. Pourquoi elle redescend vers le sol? Parce que l'air froid, c'est lourd. Donc, c'est trop lourd pour rester en haut comme ça, même je vais la mettre à côté ici. Donc, elle va descendre vers le sol. Et là, en descendant vers le sol, ben là, elle fait comme, hey, attends une minute, il y a un trou ici. Oups! Elle va venir prendre la place du trou. Comme ça. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir un vent. Le vent, c'est la masse d'air froide qui vient prendre la place ici. Regarde bien, là. C'était à la place de l'arbre. Comme ça, là. Puis là, qu'il y a une masse d'air froide ici, comme ça, puis qui vient prendre la place. Tu l'as vu, là, le vent, là, ça fait dans l'arbre. Donc, c'est ça qui se passe, OK? Donc, l'air froid va venir prendre la place. Et là, l'air froid, en venant prendre la place, ça va redevenir une section de haute pression. Éventuellement, OK, mais là, je ne veux pas te mêler. C'est basse pression pour les cyclones. Donc, ça, c'est tout le phénomène de cyclone. Pendant ce temps, avec le temps, cet air froid-là qui est monté en haut cet air chaud-là qui est monté en haut va se refroidir et va venir prendre éventuellement la place d'une autre zone de basse pression. Donc, ça, c'est le cycle complet. Maintenant, je vais faire la différence entre dépression et anticyclone. Oh, je vais juste effacer ça. Voilà. Ça, ah oui, je vais garder mon arbre. Des fois, je m'attache à des choses qui ne sont pas vraiment importantes, là, comme mon petit arbre. Donc, ici, masse d'air chaud qui monte vers le haut, crée une zone de basse pression. Ça, on appelle ça un cyclone ou une dépression. En montant, cette masse d'air, elle tourne. Donc, elle va tourner genre de même. Là. Fiou, fiou. Donc, ça va tourner sur elle-même en montant. Le cyclone ou la dépression tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, si on le regardait, il tournerait en sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça, c'est cyclone et dépression. À côté, on a une masse d'air froid qui s'est refroidie dans l'atmosphère, qui va descendre sur le sol. Donc, en descendant, de plus en plus de particules d'air est au sol, donc c'est une zone de haute pression. C'est un temps calme et en descendant, la masse d'air, elle va tourner sur elle-même dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà ce qu'il faut savoir. Ça se pourrait que je te montre une carte. Ça se pourrait que je te montre une des cartes de Windy, par exemple. Puis là, que je te dise, mettons, ah, il y en a un beau, là, ça c'est le fun. Que je te dise, mettons, là, il y en a un à côté. Peut-être pas l'idéal, celui-là. Ah oui, ça le fait. Mettons que je te mets ça ici, là, puis là, je te montre une carte comme ça. Ah non, je trouve zoomé, ce sera pas long. J'arrive. OK. Puis là, que je te dis, hey, la zone qui est là, c'est une zone de dépression ou c'est une zone d'anticyclone? Puis là, tu me dirais, oh, c'est une zone de dépression. Puis là, je te dirais, cette zone-là, là, est-ce que ça tourne en sens horaire ou anti-horaire? Puis là, tu me dirais, ça tourne en sens anti-horaire, sens contraire des aiguilles d'une montre. Puis là, si je te disais ici, là, est-ce qu'on aurait du temps clair ou du temps
orageux. Puis là, tu me dirais, temps orageux. OK? Puis là, je te dirais, mettons ici, là, es-tu... Non, c'est pas parfaitement un beau anticyclone. Il y a encore un petit peu de... Ah, lui, il est bien. Là, mettons, là, je te dirais, là, celui-là, là, c'est anticyclone ou dépression? Puis là, tu me dirais, oh, ça, c'est anticyclone, là. Ça descend pas vite. OK. Puis là, il vente pas fort. Parfait. Quelles conditions météorologiques attendues? Ah, ben là, on pourrait dire du beau temps. Puis on pourrait dire un petit peu de temps frais. Puis là, si je te disais, ben, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, sens horaire ou anti-horaire? Puis tu me dirais, ah, ça tourne en sens horaire, sens des aiguilles d'une montre. Donc, c'est une question que je pourrais te poser, par exemple, à un examen qui pourrait avoir lieu demain. Ensuite, on a presque fini déjà. Donc, comprendre que l'air chaud monte vers le haut et libère une zone de basse pression, c'est ce que je viens d'expliquer. Comprendre qu'une masse d'air froid qui descend provoque une zone de haute pression. Fait que je pourrais même te demander ici, là, haute pression ou basse pression? Puis là, tu me dirais, haute pression, parce que l'air va descendre vers le bas. Donc, ça va être plus lourd. Puis là, si je te dirais, ici, là, haute pression ou basse pression? Puis là, tu me dirais, basse pression, parce que l'air est chaud, puis il monte haut, puis il monte vite, vite, vite. Il n'y a presque plus d'air au sol. Ensuite, dans ton guide d'études, on a aussi être en mesure de nommer les conditions météorologiques attendues pour les anticyclones et les dépressions. On l'a fait. Comprendre. Ah, parfait. Fait qu'on l'a fait. Tout ça, on l'a fait. Il me reste juste les marées, les petits minous. Donc, marée. Marée. Comprendre l'importance de la Lune et du Soleil dans le phénomène des marées. Comprendre ce qui provoque une marée haute et une marée basse. Être en mesure de prévoir la marée en fonction de la position de la Lune et du Soleil. On va faire tout ça ensemble. On descend. Wow, les beaux dessins. Ah, on dirait une planète. Des fois, là, je me surprends. Je devrais faire des expos de genre, qu'est-ce que vous pensez que j'ai dessiné? Je suis pas sûre qu'il y aurait grand monde qui viendra à mes expos, là, mais c'est pas grave. Bon. Oups-là, je pensais que c'était brun. C'est pas brun pantoute. Je peux changer la couleur de ça? Ah oui! Mais dans le fond, je sais pas pourquoi je voulais brun. Bon, excusez, bleu. Ça, c'est la... Ah, c'est parfait, ça. Ah, ok, j'ai une idée. Excusez. Ok. Je vais prendre brun. Ça, c'est la terre. Puis je vais prendre noir. Ça, c'est la lune, grosse lune. Puis ça, c'est le soleil. Voilà. Bon, premièrement, dans cette configuration-là, là, toi, si tu es sur la planète, est-ce que tu peux voir la lune? Non, parce que le soleil va envoyer ses rayons comme ça ici, qui vont refléter sur la lune comme ça. Fait que toi, tu ne verras pas. Toi, tu ne vois pas la lune. Puis de toute façon, les rayons sont tellement forts à cet endroit-là que tu ne peux pas voir la lune. Genre comme si tu essaies de voir l'écran de ton téléphone dehors quand il fait super clair, tu vois rien. C'est trop éblouissant. C'est la même chose. Fait qu'on ne verrait pas la lune. C'est trop éblouissant. Donc, mais nous, on parle de marée. La gravité va tirer sur la Terre vers la Lune, sur la Terre vers le Soleil. Mais comme l'eau est plus malléable que la Terre, ben l'eau va plus attirer vers la Lune et vers le Soleil que la Terre. Donc, c'est sûr que je vais prendre ça de même. Puis là, je vais faire ça pour enlever lui. Donc, les marées vont ressembler à ça ici. Là, c'est très exagéré mon affaire, là, mais c'est pour que tu comprennes bien. Ça, c'est l'eau à la surface de la Terre. Donc, quand c'est tiré vers la Lune et vers le Soleil, j'ai une marée haute à cet endroit ici. J'ai une marée haute. Donc, si je suis là, l'eau est super haute sur la Terre à cet endroit-là. Okay? Pourquoi? Parce que l'eau est tirée par la Lune et par le Soleil. Mais la marée basse va être de ces côtés-là ici. Pourquoi? Parce que l'eau, en tirant comme ça, bien, ça va comme venir écrapoutir l'eau de l'autre côté. Donc, il va y avoir une marée haute aussi du côté inverse du Soleil et de la Lune. Donc, ça, c'est les phénomènes de base de marée.
Là, j'ai présenté une marée qui était très haute. Pourquoi? Parce qu'il y a la Lune et le Soleil qui tirent dans le même sens. L'astre qui va le plus tirer sur l'eau, c'est la Lune, parce qu'il est vraiment plus proche. Mais par exemple, si je prends ma Lune, là, je vais enlever l'eau. Oui, je vais enlever ça. Ah non! C'est ça que je ne voulais pas faire. Voilà, 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 presque. OK, l'autre, ça va faire. Donc, si je prends la Lune, puis que je la mets ici, donc la marée, elle va tirer en haut et en bas de la Lune, mais pas tant que ça, parce que le Soleil, là, n'est pas du même côté. Donc, ici, je vais avoir une marée haute ici, marée basse là, et marée basse ici. Et finalement, si ma Lune est à l'opposé du Soleil, donc ça veut dire que si je me trouve ici, là, je la verrais la Lune. Ça serait la nuit pour moi. Et là, la marée va être haute. Comme ça ici. Haute parce qu'elle va tirer par la Lune et par le Soleil, comme ceci. Puis basse en haut, en bas. Voilà. Ensuite, ça se peut que... Moi, je t'avais déjà montré là, les marées à 3 pistoles. Fait que là, il faudrait... Mais tu sais, je ne l'ai pas mis dans le guide d'études parce que franchement, je pense que ça va, là. Mais... Ah oui, il y a des questions là-dessus. OK, parfait. Je vais terminer avec ça. Donc, est-ce qu'on peut prédire les marées? Bien sûr que oui, parce qu'on sait maintenant très facilement où est la position de la Lune par rapport à la Terre, puis c'est cyclique, c'est toujours la même chose. Donc, on peut prévoir très facilement la position de la Lune par rapport à la Terre dans toutes les journées qui vont venir. Donc, ça, c'est une carte de marée. Ici, là, regarde, c'est le niveau de l'eau en mètres, puis ici, c'est les heures. Donc, on voit que pour une même journée, mettons que je pars de 8 heures, 8 heures ici, jusqu'à 8 heures ici, bien là, je vais avoir une marée basse, une marée haute, une deuxième marée basse et une deuxième marée haute. À chaque jour, j'ai une marée basse puis une marée haute. Il va y avoir des journées où est-ce que les marées vont être pas mal toutes de la même grandeur, mais il y a d'autres journées, regarde ici, là, j'ai une marée haute, puis une marée pas mal plus haute. Puis, ils sont pas mal moins hautes que celles qu'on a eues, par exemple, aujourd'hui à 5 heures, marée pas mal haute, là, presque à 4 mètres, OK? Donc, les marées n'ont pas toujours la même hauteur. Ça, c'est en fonction de la position de la Lune et du Soleil. Donc, quand la Lune et le Soleil sont alignés ensemble, on va avoir des très, très grandes marées hautes, comme c'est ici, puis des très, très petites marées basses. Puis plus la Lune et le Soleil sont, mais en fait, moins ils sont alignés, plus on va avoir des marées hautes puis des marées basses qui vont être moins importantes. Et ça aussi, c'est cyclique dans le temps, là. Donc là, je ne peux pas vraiment redescendre. Non, c'est ça, j'ai atteint le maximum. Mais là, dans un mois, ben, on va observer des marées très hautes puis des marées plus basses. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. Et pour vrai, c'est ce qui complète en fait ce que tu as à savoir pour le premier examen. Donc, il n'y a pas trop de matière, c'est probablement celui où est-ce qu'il va y avoir le moins de matière. Donc, voilà, j'espère que ça t'a aidé.